Bienvenue sur France 24, si nous rejoignez, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Voici les titres. La Coupe d'Afrique des Nations 2019 ne se jouera pas au Cameroun. Le coup près est tombé. Le pays est pénalisé par des retards dans l'avancée des travaux et surtout la crise dans les régions anglophones. C'est ce qu'a annoncé le président de la CAF. Les précisions à suivre. On ne s'habitue jamais aux images d'enfants souffrant de malnutrition. Pourtant, c'est ce qu'il faut montrer pour sensibiliser à la souffrance. Ces images en Centrafrique où l'UNICEF tire la sonnette d'alarme. 2 enfants sur 3 ont besoin d'assistance humanitaire. Et puis, quelle relation entre la France et l'Afrique? 1 an après qu'Emmanuel Macron ait annoncé à Ouagadougou qu'il n'était plus la puissance coloniale, le Conseil présidentiel pour l'Afrique organisait une journée d'échange. Diane Binder, une des 9 membres de ce conseil, est notre invitée. Bonsoir. Aujourd'hui, nous avons pris la décision de retirer la CAN 2019 au Cameroun. Des mots qui sonnent le glas pour tout un pays. Cette décision était très attendue ce vendredi et la CAF, la Confédération africaine de football, a notamment invoqué la crise sécuritaire qui sévit dans les 2 régions anglophones du Cameroun pour justifier sa décision. Il y a aussi des retards dans les travaux qui avaient été évoqués tout au long de cette année 2018. Alors après 1972, le Cameroun devra donc encore attendre pour espérer organiser la grand-messe du football africain. Les précisions à Yaoundé de Marcel Amoko. On ne peut véritablement pas parler de surprise pour tous ceux qui suivent ce dossier depuis l'attribution de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun en 2014. À l'époque, le Camerounais Issa Hayatou trônait à la tête de la Confédération africaine de football et son appui n'avait pas été de trop pour que le Cameroun passe devant l'Algérie qui était pourtant donnée largement favorite. Mais depuis l'élection du Malgache Ahmad Ahmad à la tête de l'instance fêtière du football africain en mars 2017, la menace d'un retrait n'a cessé de planer comme une épée de Damoclès sur le Cameroun. Et la réalité du terrain avec les travaux de construction des infrastructures, notamment autour des stades qui ont pris énormément de retard et surtout la crise sécuritaire dans les 2 régions anglophones depuis plus de 2 ans maintenant, n'ont fait qu'accréditer l'hypothèse d'un retrait qui a donc été confirmée par cette décision du comité exécutif de la CAF. Les Camerounais qui nous avons parlé se sont montrés plutôt fatalistes pour la plupart, car malgré les dénégations des autorités camerounaises, tout le monde se rendait bien compte que le pays de Roger Milla n'avait pas mis toutes les chances de son côté. Après la Coupe d'Afrique des Nations de 1972, qui avait laissé un goût amer aux supporters, puisque les Lions indomptables avaient été éliminés en demi-finale, les Camerounais devront donc encore attendre pour espérer laver cet affront à domicile. Cela fait 5 ans que la Centrafrique sombre dans une guerre dont on ne dit pas le nom. 5 ans que la population paye le plus lourd tribut. 5 ans que la situation des enfants dans le pays se dégrade. Un rapport alarmant sur leurs conditions de vie a été publié par l'UNICEF ce vendredi. Et nos équipes se sont rendues dans un centre nutritionnel à Bégoua. Des images qui ne vous laisseront pas indifférents. C'est un reportage de Pierre Agpro, Florent Vergne et Michel Vondeau. Des ventres ballonnés, la peau sur les os et les cheveux décolorés. Des signes de malnutrition aiguë repérés chez ces enfants centrafricains. Dans ce centre nutritionnel de Bégoua, une séance de pesée organisée chaque semaine pour évaluer l'urgence de leur situation et tenter d'en sauver le plus possible. Une augmentation des cas visibles dans ce centre où des mères de famille désespérées sont de plus en plus nombreuses, comme le constate au quotidien Esther, l'infirmière. Ça, ce sont des cas qui sont fréquents. Des fois, là, c'est le double de ça. Parce que vu les événements, vu la guerre, vu tout ce qui s'est passé, vu la pauvreté, au fur et à mesure, le taux ne fait que s'accroître. 5 ans après le début de la crise, la pauvreté frappe plus de 2/3 de la population, et notamment des jeunes femmes comme Monique. Elle s'apprête à quitter ce centre, où son fils a été hospitalisé pendant 3 semaines, pour cause de malnutrition sévère. Une mère soulagée de lui avoir sauvé la vie. J'ai demandé à Dieu pourquoi il m'inflige ça, à moi et à mon enfant. J'avais perdu tout espoir. Mais heureusement, mon enfant prend le lait et la pâte qu'on nous donne ici. Il prend bien ses médicaments. On sent quand même une amélioration. En plus des médicaments, chaque enfant reçoit un complément alimentaire, le plum peanut, une pâte d'arachide enrichie qui permet de compenser le déficit nutritionnel.
Des stocks financés par l'UNICEF qui alerte sur le drame de l'enfance en Centrafrique depuis 2013. J'ai mis de larmes tout à l'heure. 5 ans de crise en Centrafrique, 5 ans de crise aiguë. Les enfants, évidemment, comme d'habitude, ce sont eux qui payent le plus lourd tribut. Et on est vraiment dans un pays où la situation est critique pour les enfants. D'après les calculs de l'UNICEF, ce sont 1,5 million d'enfants qui ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, soit presque un tiers de la population du pays. Et sans transition après ces images, en Afrique du Sud, le procès de Jacob Zuma a été reporté au 20 mai prochain. L'ancien président est poursuivi pour corruption dans une affaire de vente d'armes, poursuivi également avec le groupe français de défense Thales. Les deux parties vont demander la suspension permanente des poursuites. En République démocratique du Congo, Martin Fayulu a présenté son programme en vue de la présidentielle, basé sur la promesse de 20 millions d'emplois sur 5 ans, soutenu par les hommes d'affaires Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Martin Fayulu a aussi présenté des mesures judiciaires et sécuritaires face à la corruption et aux groupes armés qui sévissent dans l'est de la RDC. On en vient à cette question, et Internet va-t-il être censuré au Sénégal? Nous sommes à 3 mois de l'élection présidentielle et cette semaine, l'Assemblée nationale a adopté le nouveau code des communications électroniques qui encadre l'usage des réseaux sociaux dans le pays. Et l'inquiétude des acteurs du numérique et de la société civile, c'est que l'État puisse faire pression sur les fournisseurs d'accès à Internet pour restreindre les réseaux sociaux. À Dakar, les précisions de notre correspondante Sarah Sako. Selon des journalistes de la presse en ligne, des cyberactivistes et autres membres de la société civile, cela présente plusieurs risques. Les opérateurs de téléphonie mobile, qui sont aussi les fournisseurs d'accès à l'Internet, pourraient selon eux en profiter pour se débarrasser de certaines applications qui leur font de l'ombre, type WhatsApp. Mais surtout, d'après eux, l'autorité de régulation pourrait utiliser cette disposition à des fins politiques. Les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la participation citoyenne des Sénégalais. Et aujourd'hui, si on arrive à pouvoir bloquer cela, à pouvoir limiter l'accès à ces supports-là par des mesures de gestion de trafic, comme ils disent, il y a à craindre que cela va jouer sur la transparence de tout le processus électoral qui va nous arriver à partir du mois de décembre jusqu'en février. C'est un amalgame selon les défenseurs du texte qui, de leur côté, se félicitent de l'existence de ce tout premier instrument de régulation des médias sociaux au Sénégal. Au Sénégal, il ne faut même pas penser, pour quelque raison politique que ce soit, de restreindre WhatsApp, Facebook ou quelque chose comme ça, parce que c'est un pays de liberté et nous sommes soucieux des libertés des personnes. Je pense que ça c'est très clair et il ne faudrait pas que les gens fassent de l'amalgame pour venir nous dire qu'on va restreindre quoi que ce soit. Ça c'est impensable ici au Sénégal. Les réseaux sociaux se sont imposés depuis une décennie dans le quotidien des Sénégalais. 60% d'entre eux ont désormais accès à l'Internet. Ensemble vers une nouvelle relation entre les pays d'Afrique et la France. C'est l'intitulé de la rencontre qui se tenait ce vendredi à Paris par le CPA, le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Et la date de ce vendredi 30 novembre n'a pas été choisie au hasard, puisqu'il y a un an, Emmanuel Macron était à Ouagadougou, où il a prononcé devant les étudiants son fameux discours, où il a voulu marquer la rupture avec ses prédécesseurs, rappelant en blaguant qu'il n'était pas là pour s'occuper de l'électricité du Burkina Faso. Pour parler de ces nouvelles relations entre la France et le continent, Diane Binder, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de ce Conseil présidentiel pour l'Afrique, également directrice adjointe du développement en Afrique pour l'entreprise Suez. Merci d'être avec nous dans le Journal de l'Afrique. Vous avez donc évidemment participé à ces échanges toute la journée. Déjà, pourquoi se poser la question de nouvelles relations entre la France et l'Afrique? Est-ce que les poser depuis Paris, ce n'est pas un peu les imposer? Écoutez, je pense que pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on est à un moment de bascule dans notre relation avec le continent africain. On voit bien que tous les défis du 21e siècle, pour beaucoup, prennent leurs sources, mais aussi peuvent trouver leurs solutions en Afrique. Et finalement, on est confronté à des défis communs. Et la deuxième raison est qu'on est dans le monde ouvert d'aujourd'hui, dans un désir de participation citoyenne accrue, à la fois sur le continent africain où les jeunes veulent prendre le destin de leur continent en main et n'attendent pas la France pour le faire, et également parce qu'en France, il y a cette volonté, cette prise de conscience que la France n'a peut-être pas compris qui elle était réellement, et je pense notamment à la place des diasporas, qui a un rôle essentiel à jouer dans sa relation avec l'Afrique et qui veut s'y impliquer.
Quel rôle vous voulez donner à la diaspora au sein du Conseil présidentiel pour l'Afrique? Qu'est-ce que vous voulez faire? Dire aux gens, l'Afrique bouge, il faut y aller de cette manière, ou plutôt se dire, nous en France, quel regard on doit porter sur l'Afrique? Quel est votre axe de travail? Alors, notre axe de travail, il est essentiellement d'être à l'écoute des sociétés civiles sur le continent africain, en particulier de la jeunesse, de remonter les perceptions au président de la République et puis de l'éclairer sur les enjeux d'aujourd'hui sur le continent africain. Il est aussi d'expliquer en France pourquoi l'Afrique est importante. Et l'Afrique est importante pas uniquement parce que nous avons en France des populations africaines, mais aussi parce que nous avons des défis communs à relever avec l'Afrique et que c'est ensemble que nous arriverons à les résoudre. Alors par exemple, qu'est-ce que vous faites remonter au président de la République qui ne paraît pas évident sur comment travailler avec le continent et que vous avez pu sortir de ces études, de ces rencontres d'aujourd'hui? Alors, nous faisons tous des déplacements très réguliers sur le continent africain. La plupart d'entre nous sont d'ailleurs binationaux. Vous êtes binational? Je ne le suis pas, mais je suis amenée, de par mes activités professionnelles, à être quasiment une semaine sur deux sur le continent africain depuis une dizaine d'années maintenant. Et donc, nous rencontrons en permanence des jeunes, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des responsables d'associations qui nous disent quels sont leurs enjeux aujourd'hui, trouver un emploi, se loger de manière abordable, vivre dans des villes... Mais on est d'accord qu'on est sorti du schéma où on demande à la France de ramener de l'emploi. Absolument. On est dans un schéma où les gouvernements et les populations africaines ont pris en main leur propre développement et à nous de mettre à leur service l'expertise française, des entreprises, des institutions et des associations qui s'impliquent en Afrique aujourd'hui. Alors vous êtes particulièrement dans ce Conseil présidentiel pour l'Afrique chargé de l'accompagnement des entreprises françaises sur le continent. Vous parlez d'expertise, il ne s'agit pas d'aller sur le continent et de dire que les Africains ne savent pas faire. Comment ça se passe? Il s'agit, encore une fois, je pense, de redéfinir la politique des entreprises françaises en matière de développement et d'investissement sur le continent africain. Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à l'Afrique et je pense que les Africains ne nous attendent pas ou ne nous attendent plus de la même façon qu'ils ont pu nous attendre à un moment donné. À nous de nous rendre désirables et attractifs avec des nouveaux modes d'investissement et de développement. Parce que la France, elle, ne veut pas oublier l'Afrique. La France ne veut pas et n'a pas intérêt à oublier l'Afrique. Et l'Afrique est quelque part une évidence pour la France et pour l'Europe d'ailleurs, parce que la bonne échelle pour bon nombre de sujets est davantage l'Europe que la France en Afrique. Quand on pense au sujet des migrations, quand on pense au sujet de l'investissement privé, aujourd'hui, la Chine annonce avec son programme de route de la soie 50 ou 60 milliards d'investissements sur le continent africain, quand la France, par l'intermédiaire de l'AFD, annonce l'Agence française de développement, un montant qui est 10 fois moins important, qui a été augmenté, mais qui est quand même pas à la même échelle de ce que fait la Chine aujourd'hui. La France n'a pas les moyens de ses ambitions? La France peut avoir les moyens de ses ambitions si son ambition consiste à se faire la championne de l'Afrique en Europe et à, par une méthode, une approche différente, être le partenaire privilégié des Africains pour résoudre avec eux les défis auxquels ils sont confrontés. Merci pour ces éclairages. Merci Diane Bander d'avoir été dans le Journal de l'Afrique. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, la suite de Paris Direct avec... la suite de Paris Direct, désolé. Avec Laurent Renaud. Il a régné sans partage pendant 32 ans sur la République démocratique du Congo. Le maréchal Mobutu est considéré comme l'un des plus grands autocrates du XXe siècle. Pourtant, il règne à Kinshasa comme une ambiance de nostalgie. Et la ville de Gbadolite, construite entièrement pour lui et son entourage, reste aujourd'hui le vestige d'une époque faste pour beaucoup de Congolais. Retrouvez-moi pour ce billet retour à Gbadolite sur France 24 et France24.com.